tout le monde. Donc, je commence par me présenter. Donc, je suis Sébastien Hitzmann, le gérant et directeur technique de Kiwi Backup. Voilà, ceux qui ont déjà vu des webinaires me connaissent déjà. J'ai plutôt un bagage d'ingénieur informatique et j'essaye un peu de décrypter, sans être un expert de la cybersécurité, décrypter un peu ce qui s'est passé en 2025 et ce qu'on prévoit pour 2026 dans ce webinaire habituel de début d'année où on essaye de voir un petit peu quelles sont les tendances, ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé, etc. Donc, d'abord un petit retour sur 2025 et puis un focus sur 2026 et puis un petit focus sur Kiwi Backup si j'ai encore le temps et si je ne parle pas trop. Voilà, l'idée, ce n'est pas de vous faire une présentation de Backup, mais surtout de parler de cybersécurité et d'actualité. Premier slide sur les motivations des attaquants. Donc, comme voilà, sans surprise, il y a toujours encore le gain financier. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est une mafia. C'est une façon, entre guillemets, facile et sans beaucoup de risques de faire beaucoup d'argent. On avait vu ça l'année dernière avec des chiffres d'affaires qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est encore la motivation principale, les arnaques en ligne, les rançons, etc. Donc, essentiellement, fraude, ransomware, exfiltration de données, on peut dire que ce n'est pas un gain financier, mais c'est aussi pour mettre la pression pour avoir des rançons derrière et éventuellement pouvoir revendre des données. C'est aussi un des moyens de monétiser en fait les attaques. Une source qui émerge un petit peu, c'est l'espionnage. Donc ça existait peut-être déjà, c'est peut-être sous-estimé parce que en fait, voilà, quand on fait de l'espionnage, on n'a pas forcément envie d'être visible, alors qu'un attaquant qui veut un gain financier et qui envoie une demande de rançon, ouais, à un moment donné, il va falloir qu'il soit visible pour qu'il puisse exiger une rançon, alors qu'un espion qui veut simplement exfiltrer des données, il peut rester caché très longtemps et sans que personne ne le voie. Et ça peut être du coup un peu sous-estimé. Et on a une catégorie indéterminée, où on ne sait pas en fait quelles sont les motivations. Donc c'est intéressant aussi de noter ça parce que voilà, on n'a pas toujours l'information précise. On peut détecter des attaques, mais on n'a pas forcément le but initial, quoi. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir une catégorie où on ne sait pas. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi sous-estimé, c'est que parfois, on commence par ne pas savoir et ensuite, ça se transforme en autre chose. Petite évolution, c'est que le temps de... Alors, j'appelle ça le temps de détection, mais le temps d'impact entre la première intrusion et puis le moment où il y a une déclaration de l'impact, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, est passé aujourd'hui à 1,5 jours en moyenne sur les attaques que Wavestone avait détectées. Et du coup, ça va beaucoup plus vite parce que précédemment, c'était plutôt de l'ordre d'une semaine, quelques jours. Et là, maintenant, les outils permettent d'aller beaucoup plus vite en exploitation des failles. Et on peut se retrouver avec des attaques éclairs. C'est 1,5 jours, c'est moins que le temps d'un week-end. Donc l'attaque peut commencer le samedi matin et puis le dimanche soir, vous avez la demande de rançon, alors que la plupart des équipes sont en week-end. Donc c'est important aussi de noter ça, c'est qu'on peut avoir des attaques très très rapides. Et encore 1,5 jours, c'est une moyenne, donc ça peut être beaucoup plus court que ça. D'où l'intérêt d'avoir un système de détection rapide et une supervision continue, parce que ça peut justement permettre de couper des choses avant que ce soit trop tard. Donc malgré ça, on peut avoir aussi des attaques en dessous des radars, avec un exemple là sur la ville de Paris qui a mis 9 mois à détecter une intrusion. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément toutes les méthodes de détection et il y a des attaques qui sont très silencieuses, notamment quand il y a des fuites de mots de passe, etc. On peut appeler ça des attaques ou des intrusions non désirées, mais ça peut être très long. Donc, d'où l'importance aussi d'avoir un historique de sauvegarde long. Et puis, si on n'a pas informé les utilisateurs que leurs données sont compromises, ils
peut y avoir un risque un peu plus important que quand on le sait. Donc, d'un côté, on a des attaques beaucoup plus rapides et de l'autre côté, on peut aussi avoir des attaques qui restent discrètes beaucoup plus longtemps. Donc, c'est un peu contradictoire, mais les deux marchent bien ensemble. Un des points importants, je pense, pour 2025, c'est vraiment ce chiffre-là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les attaquants, toutes les attaques que j'ai un peu étudiées, alors je ne les ai pas tous regardées, évidemment, parce qu'il y en a, on verra tout à l'heure, beaucoup. Mais les quelques cas qui ont fait l'actualité, ça passe souvent par un prestataire externe. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, un système d'information, il n'est pas isolé et on ne peut pas mettre des grosses barrières autour du système d'information comme une forteresse Vauban, parce qu'aujourd'hui, les systèmes d'information sont très connectés avec d'autres choses. C'était le cas notamment de France Travail, qui s'est fait attaquer via le partage de données avec un prestataire extérieur. C'est le cas de beaucoup d'autres attaquants. Donc, en gros, faites attention à vos contrats de partage de données. Souvent, on va ouvrir des API à des services extérieurs sans s'assurer que ces services ont une politique de sécurité suffisamment pertinente. Donc, c'est vraiment des choses importantes. Et l'étude des fournisseurs et sous-traitants, c'est quelque chose de très important pour la sécurité informatique. Et ça se voit dans les chiffres. Si c'est mal fait, ça donne lieu à beaucoup d'attaques. Et ensuite, à partir du prestataire, les attaquants remontent sur la source initiale et vous avez ouvert un accès. Donc, après, c'est facile. Le deuxième point, c'est l'impact sur les sauvegardes. Aujourd'hui, tout ce qui est cyberattaque, crypto, virus, demande de rançon, les pirates, ils savent très bien qu'il y a des sauvegardes qui sont faites et leur premier objectif, c'est de rendre ces sauvegardes non utilisables. Parce qu'évidemment, si on fait un chiffrement d'un disque dur et qu'il y a une sauvegarde à côté, la cible ne va pas payer la rançon. Donc, dans 90% des attaques par ransomware, il y a aussi une compromission des sauvegardes. Et c'est une des premières actions que fait un attaquant, c'est il est rentré dans le système, il regarde où sont les sauvegardes et il essaie de les détruire ou de les compromettre. Donc, c'est important d'avoir une sauvegarde externalisée, indépendante, non altérable. Je répéterai ça tout à l'heure, mais c'est vraiment un des points clés. C'est qu'une sauvegarde locale, on peut partir du principe que si c'est accessible localement, c'est accessible par le pirate et que si vous pouvez accéder en local à vos backups, ça veut dire que le pirate pourra le faire aussi. Si on part du principe qu'il a une intrusion dans votre système, on peut considérer qu'il est root ou administrateur général et qu'il va pouvoir tout faire sur votre environnement local. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. Donc, les sauvegardes sur NAS uniquement locales, ça fait bien pour certains risques, mais ça ne couvre pas le risque ransomware. Ensuite, il y a le troisième point, c'est l'exfiltration des données. Aujourd'hui, le pirate qui va installer un ransomware, il ne se contente pas simplement de demander une rançon pour déchiffrer votre disque dur. Il va également sortir les données pour pouvoir les revendre sur le darknet. Alors, évidemment, ça dépend des données. Tout ce qui est données personnelles, c'est beaucoup plus rémunérateur. Donc, tout ce qui est données de santé, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, le nom de votre banque, les RIB, les cartes d'identité, pour faire l'usurpation d'identité, toutes ces choses-là sont des choses très sensibles. Et aujourd'hui, on voit aussi des attaques où on va simplement exfiltrer les données et même plus passer par l'étape ransomware. Donc, ça peut être très discret. Le cas de la ville de Paris, c'est un bon exemple. Ils ont sorti les données, mais ils n'ont pas demandé de rançon. Ils sont simplement allés revendre ça sur le darknet, sans même prévenir la mairie de Paris qui a été attaquée. Donc, attention aussi à cet aspect-là. Ce n'est pas parce que vous avez eu un cryptovirus que vous avez restauré votre sauvegarde que vos données ne sont pas parties dans la nature en même temps. On a eu des cas, notamment de certains clients qui ont eu backup, qui nous disaient « c'est pas grave, j'ai un backup, je restaure mes données ». Oui, mais d'accord, mais peut-être que ces données-là, elles sont sorties et c'est important
de s'en assurer, de vérifier ça et de surtout prévenir les utilisateurs. Aujourd'hui, il y a une obligation de déclaration à la CNIL de toute attaque, de toute façon. Une nouvelle forme d'attaque, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le phishing. Donc ça s'inspire un peu du phishing où on allait pêcher des gens avec des mails. Aujourd'hui, on peut le faire avec des appels téléphoniques et des systèmes de synthèse vocale qui sont vraiment très très bien faits aujourd'hui. J'ai fait quelques exemples, quelques expériences là-dessus. On a des voix qui sont vraiment très très naturelles, françaises, sans accent, etc. Et c'est assez facile de se faire passer pour un vrai utilisateur. Vous l'avez sûrement vu parce que vous êtes démarché comme moi par centaines d'appels vocaux d'IA. C'est assez bluffant le niveau de qualité. Donc ça, c'est une chose. Et une deuxième chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, ces outils-là, ils permettent d'imiter une voix. Donc si vous avez une voix, un enregistrement de la voix de quelqu'un, la mienne par exemple, parce que je suis en train de faire un webinaire qui va être public, vous mettez cette voix-là dans l'outil et puis vous lui faites dire n'importe quoi. Donc c'est assez facile d'imiter une voix, ça coûte pas cher, ça coûte quelques dollars et vous pouvez faire un deepfake vocaux, appeler votre comptable et lui faire dire envoie-moi de l'argent sur tel RIB. Donc c'est pas parce que vous reconnaissez la voix que c'est suffisant. Donc vraiment faites attention à ça, c'est souvent utilisé pour des attaques au président, mais ça peut servir à plein d'autres choses également. Donc la finance, l'administration, support IT, etc. Le phishing, ça c'est toujours encore d'actualité. Les QR codes, attention aux QR codes. En fait, on a tous tendance à avoir un QR code, on sort son téléphone, on scanne ce qu'il y a dessus, ça vous envoie sur un lien. On ne fait pas attention où ça va, on n'est pas sûr que le QR code, c'est vraiment le QR code original. Des exemples, notamment, il y a eu des cas dans le TGV où en fait il y avait des QR codes commandés à manger dans certains trains, et puis en fait un petit malin s'est amusé à mettre un autre site de commande de nourriture avec carte bleue, on paye, etc. Et on peut attendre longtemps et personne ne va jamais vous apporter à manger. Ça a été aussi le cas sur les bornes de recharge de voitures électriques. On remplace le QR code qui est sur ce genre de borne par un autre QR code qui va sur un faux site qui prend votre carte bleue et vous faites avoir. Donc attention, les QR codes, c'est quelque chose de dangereux et puis ça peut être mal utilisé. Vérifiez bien déjà qu'on arrive bien sur un site avec une URL qui vous paraît crédible et que voilà, essayez d'éviter de mettre des cartes bleues quand ça vient d'un QR code. Une autre forme d'attaque qui devient de plus en plus à la mode, c'est la compromission de package. Alors, je mets ça au pluriel, tout ce qui est dépendance de logiciels. Alors, ça a été beaucoup le cas sur des packages NPM. NPM, en fait, c'est un système de package pour tout ce qui est Node.js, très à la mode dans le développement web, où il y a beaucoup de dépendances. Sur un projet standard, il y a environ 1000 dépendances qui ont certains ont des dépendances en cascade. Et donc, en fait, les attaquants ciblent un paquet qui est beaucoup utilisé et vont introduire une faille de sécurité à l'intérieur ou compromettre cette chose-là. Et ensuite, tous les utilisateurs, tous les programmes qui utilisent ces paquets sont compromis et l'attaquant n'a plus qu'à récupérer les informations qu'il veut sur le poste sur lequel a été installé ce paquet. Et donc, on peut faire de l'injection de code et l'objectif, souvent, ça va être le vol de crypto-monnaie via le vol d'identifiants sur des plateformes de crypto ou des clés privées ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une attaque par supply chain. Et donc, quand on fait du développement, c'est important de vérifier que nos dépendances sont bien fiables, qu'elles n'ont pas des failles de sécurité avérées et surtout qu'elles sont signées. Dans tous les systèmes de paquets, il y a des systèmes de vérification signature et il faut faire un scan régulier de ces outils-là pour s'assurer qu'on ne puisse pas intégrer quelque chose qui est malveillant.
C'est pas facile, mais il y a des outils qui existent pour se prémunir de ce genre d'attaque. Il y a eu aussi le cas de Shai-Hulud, c'est des vers auto-réplicants. Donc, en gros, c'est des systèmes un petit peu plus automatisés qu'une attaque classique NPM de package. C'est simplement que le package va attaquer un autre package et puis se répliquer lui-même, un petit peu comme un ver qui va se reproduire et se répliquer d'un poste à l'autre, avec toujours le même objectif, voler des assets d'authentification, des clés, etc., etc. Et donc, ça permet d'injecter automatiquement du code dans plein d'autres projets, avec un effet de cascade qui est assez intéressant pour les attaquants. Et puis, on parle encore une fois d'IA. L'IA aujourd'hui amplifie largement toutes les attaques. Il y a eu l'an dernier, c'était plus 100%. Cette année, je n'ai pas le chiffre exact de l'augmentation du nombre d'attaques, mais c'est clairement lié au fait que détecter des attaques aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Enfin, monter des attaques, faire des campagnes de phishing avec des textes variés, divers, écrits correctement en français, sans faute d'orthographe, etc., etc. Aujourd'hui, avec l'IA, il n'y a plus de messages qui sont mal formés. Donc aujourd'hui, faire un faux site de laposte.fr, ça prend 10 secondes avec l'IA. Vous demandez de reproduire ce site-là, vous mettez votre système de carte bleue là. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Donc, augmentation du nombre d'attaques parce que c'est beaucoup plus facile. Le deepfake vocal, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à détecter aussi quand c'est bien fait. Une copie conforme du site de la Poste, c'est difficile de détecter la différence, alors que quand il fallait le faire à la main, c'était un peu plus compliqué pour l'attaquant. Ensuite, il y a aussi, là j'ai lu un article sur Firefox qui a fait un audit de code, du code de Firefox qu'il a confié à Claude, donc une des IA spécialisées dans le code, pour analyser en fait le code source et détecter des failles. Alors il n'y a pas longtemps, on disait oui, sympa, ça détecte des choses vraiment très basiques, etc. Là, Firefox est vraiment centré sur la sécurité, hein. Donc ils ont une équipe sécu, ils font des pen tests régulièrement, ils font du fusing, ils font tout ce qu'on peut faire en cybersécurité, Firefox le fait. Et malgré ça, ils ont trouvé 22 failles de sécurité, Claude a trouvé 22 failles de sécurité identifiées, dont 14 critiques, avec un niveau élevé, des failles dans le moteur JavaScript, enfin des choses qui sont assez facilement exploitables. Ce que raconte l'article également, c'est que c'est facile de détecter des failles, c'est plus difficile de créer ce qu'on appelle des exploits, c'est-à-dire d'exploiter ces failles pour en faire quelque chose de malicieux. Et donc, ils ont essayé aussi de faire générer à Claude des exploits automatiquement à partir de ces failles identifiées. Et il a réussi dans 2 cas sur 14. Donc, on n'est pas encore à quelque chose de totalement automatisé pour exploiter des attaques, mais 2 sur 22, ça fait toujours 2 de trop. C'est aujourd'hui, si vous avez accès au code source d'un logiciel, et aujourd'hui, la plupart des logiciels web sont open source, voilà, Claude peut détecter des vulnérabilités, générer automatiquement des exploits et exploiter cette faille de vulnérabilité qui est du coup une faille, ce qu'on appelle zero day, c'est-à-dire qu'elle n'est pas référencée, elle n'existe pas, elle ne sera pas patchée parce que personne n'est au courant qu'elle existe. Et donc, c'est vraiment un des moteurs aujourd'hui des attaques. Je pense que l'augmentation des attaques ces derniers temps est aussi liée à ça. Aujourd'hui, les attaquants peuvent exploiter ce genre d'outils pour détecter plus facilement des failles et les exploiter pour toutes les formes d'attaque qu'on a vues précédemment. Donc attention à ça, ça peut être aussi une opportunité si vous développez du logiciel d'utiliser Claude pour faire des pentests, analyser votre propre code, parce que ça coûte pas cher, entre guillemets, et si ça peut détecter des failles critiques, c'est toujours bon à prendre. Petit focus sur qui sont les cyberattaquants. Donc on a grosso modo toujours à peu près les mêmes typologies, donc les cybercriminels, la mafia, c'est
le plus gros contingent, c'est de mémoire 70% des attaques sont liées à des groupes criminels. Voilà, ça peut être des spin-offs de mafia qui œuvrent aussi dans le trafic de drogue, le trafic d'armes. La cyber, ça rapporte aussi beaucoup d'argent, donc c'est toujours, ça attire toujours beaucoup de gens dans le monde de la criminalité. Ensuite, on a toujours les acteurs étatiques, donc la Russie, Corée du Nord, la Chine, il y a un etc. qui est là exprès. C'est également aussi les États-Unis, c'est Israël, c'est d'autres pays plus ou moins plus démocratiques. Mais eux essayent de rester discrets, contrairement aux cybercriminels qui vont demander des rançons. Et puis, on a les opportunistes qui bricolent des choses dans leur coin, ce qu'on appelle des script kiddies, qui vont prendre des petits scripts à droite à gauche et qui vont les lancer un petit peu massivement sur un ensemble important de cibles. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont aussi accès à l'IA. Donc, attention, c'est que le niveau des script kiddies qui avant était assez faible, aujourd'hui monte clairement en gamme. Et aujourd'hui, avec un bon abonnement à ChatGPT ou à Claude, peuvent faire des choses quand même beaucoup plus avancées que ce qu'ils pouvaient faire avant. Donc, c'est aussi une typologie qui peut évoluer en complexité. Focus sur 2026, qu'est-ce qui va changer? Alors, tout ce qui est vrai en 2025 sera sans doute encore vrai en 2026. En fait, il y a un site qui référence toutes les fuites de données qui ont eu lieu quotidiennement depuis le 1er janvier, même y compris 2025. Et en fait, vous voyez, quand vous regardez ce site, c'est assez incroyable, c'est qu'en fait, on voit qu'il y en a tous les jours. Tous les jours, il y en a 2, 3, 4, 5, et pas des petits sites. Hein. Souvent, c'est des fédérations nationales de sport qui se sont fait beaucoup attaquer là en début d'année. C'est le site Mondial Relais, c'est le ministère des Finances où il y a eu une fuite sur vos comptes, tous les comptes des impôts, etc., etc. Et on voit que le volume, il est vraiment important. C'est assez impressionnant de voir ça. Quand on le voit sous forme de liste, ça fait peur. Et c'est uniquement en France. Hein. Là, ce que je vous dis là, c'est que français. Que sur des sites institutionnels français qui ont fait une déclaration CNIL ou pas, mais voilà, il y a à chaque fois la source de l'information. La tendance aujourd'hui, c'est l'attaque sur les humains. C'est l'humain qui partage ses mots de passe, qui a des mots de passe faibles, etc., etc. Donc tous ces trucs-là, on les connaît, mais ça continue d'être vrai aujourd'hui. J'ai eu très récemment un partenaire qui fait de l'informatique depuis longtemps et qui s'est fait attaquer sa boîte aux lettres simplement parce qu'il avait fait l'erreur de partager un mot de passe entre deux systèmes, dont un s'est fait attaquer et l'attaquant a automatiquement essayé le mot de passe qu'il a récupéré sur l'autre système, sur sa boîte aux lettres, et ça a marché. Pas de double facteur, pas de... Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Mettez en place des systèmes de double facteur. Ne partagez pas des mots de passe entre plusieurs systèmes. C'est des choses qui, normalement, qui sont connues, qui sont des bonnes stratégies d'évitement, mais malheureusement qui ne sont pas encore totalement adoptées. Même si aujourd'hui, le double facteur commence quand même à se standardiser, et sur les systèmes un petit peu critiques, on l'a un petit peu partout. Donc ça vient, mais c'est encore pas tout à fait fini, quoi. La tendance sur l'intelligence artificielle, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ça s'améliore. On a les détections de failles, l'écriture automatique d'exploits, la création automatique d'un plan d'attaque par un cyberattaquant avec de l'IA. C'est des choses qui commencent à marcher plutôt bien. Et la création de faux contenus, les deepfakes, tout ça, c'est des outils qui sont au service des attaquants et croyez-moi qu'ils savent bien s'en servir.
Et il ne faut pas que la défense soit un petit peu à la traîne sur ces sujets-là, parce que c'est des choses qui avancent très très vite. Les vulnérabilités techniques, un petit peu, il en reste toujours, même si aujourd'hui, ce n'est pas la source primaire des attaques. Mais évidemment, il faut avoir un antivirus, évidemment, il faut faire de l'authentification correctement, ne pas permettre l'injection SQL via tout un tas d'outils. Aujourd'hui, les outils existent, c'est assez facile de se prémunir contre des injections SQL, c'est assez facile d'avoir des services qui soient sécurisés. Voilà, souvent, ça, c'est le plus facile. On achète un outil, on met un firewall devant, etc. C'est des choses qui sont faisables. C'est beaucoup plus difficile d'aller former une équipe d'utilisateurs à détecter ce genre de choses ou aller mettre en place de l'authentification forte parce que on s'attaque à de l'humain et voilà. La vulnérabilité technique, il y en a toujours, mais un petit pen test annuel vous permet de les détecter assez facilement et puis d'y remédier beaucoup plus simplement que les autres points que j'ai évoqués. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger contre tous ces attaques-là? Eh ben, la formation. Alors là, c'est le triptyque habituel, formation des salariés, sensibiliser aux escroqueries, leur expliquer comment ça fonctionne. Parce que voilà, une attaque au président, quand on a expliqué un jour à quelqu'un comment ça fonctionne et comment ça marche, il y a moins de chances qu'il se fasse avoir, même si voilà, même des gens formés peuvent se faire avoir. Voilà, c'est pas parce qu'on est formé, sensibilisé à la chose que le risque n'existe plus, mais en tout cas, ça le réduit fortement. Donc, faites des formations, faites des simulations régulières. Et ça, c'est des choses qu'il faut répéter régulièrement, puisque les salariés peuvent changer, il peut y avoir des nouveaux entrants, on peut oublier, et les techniques évoluent également. Donc, voilà, avant, on pouvait dire l'attaque au président, si tu reconnais ma voix, c'est que c'est bon. Aujourd'hui, c'est plus valable, quoi. Donc, ça passe par des procédures et des choses comme ça. Deuxième pilier du trépied, c'est la sauvegarde. Donc, ça, je peux que prêcher pour ma paroisse. Une sauvegarde isolée, régulière, avec une durée de rétention suffisamment longue et indépendante de votre système d'information. C'est la base. Ce qui est encore mieux, c'est de les tester, parce qu'une sauvegarde, c'est bien. Tester la restauration, c'est plus que de vérifier que la sauvegarde marche, c'est vérifier que grâce à la sauvegarde, vous pouvez remonter votre système. Et c'est là qu'on se rend compte souvent qu'il manque des éléments, qu'il y a tel fichier qu'on n'a pas sauvegardé, ou que ça prend trop longtemps, ou qu'on n'a pas suffisamment d'historique. Enfin bref, tout un tas de problèmes qui peuvent se poser quand on teste ces restaurations. Tester vos restaurations, c'est important. Et le dernier point, si on ne veut pas afficher clairement qu'on a des failles de sécurité, faites les mises à jour de logiciels parce que ça corrige au moins toutes les failles qui sont référencées. Aujourd'hui, un attaquant qui sait que vous utilisez un Apache 2.4, je ne sais plus combien, il a la liste de tous les CVE et toutes les vulnérabilités de ce logiciel-là. Et il n'a plus qu'à piocher dans les exploits qui existent. Il n'y a même pas besoin de s'embêter à les écrire. Et donc, un logiciel pas à jour, c'est une porte d'entrée assez facile à exploiter, quoi. Donc, les mises à jour, c'est important et pas une fois tous les 6 mois, quoi. Il faut les faire régulièrement parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, le temps d'attaque d'1 jour et demi, ça veut dire que les patchs ne peuvent pas être faits une fois par mois, quoi. Même si aujourd'hui les grands éditeurs, Microsoft sort des patchs régulièrement, mais parfois il y a un délai entre la diffusion du patch et l'application. Il faut qu'il soit vraiment le plus réduit possible. Ce n'est pas toujours simple, mais en tout cas, c'est important. Voilà pour la partie un petit peu cyber 2026. Faire un petit focus sur Kiwi Backup. Donc, Kiwi Backup, en fait, une société française de sauvegarde en ligne avec 3 valeurs principales. C'est l'innovation, avoir un logiciel, une technologie de stockage, de gestion de sauvegarde qui soit optimisée, qui soit rapide, qui permette de faire de l'externalisation facilement sans avoir des besoins énormes. Un des points qui me tient à cœur, c'est la simplicité. Un outil simple à utiliser, c'est quelque chose qui va être facile à utiliser, qui va être bien utilisé.
Les outils complexes sont souvent mal utilisés et un outil mal paramétré ou mal utilisé, c'est forcément quelque chose qui n'est pas aussi efficace. Donc, ça peut être complexe techniquement, mais il faut qu'à l'utilisation, une interface soit simple et intuitive. Et pour moi, c'est vraiment très important. Et le troisième point, c'est la proximité. On est basé en France, on est joignable par téléphone. Voilà, on a une équipe dédiée et de proximité qui vous permettent de remonter vers nous si vous avez le moindre souci ou n'importe quelle question, suggestion d'évolution, etc. On est là pour ça. Donc, pourquoi une sauvegarde Kiwi Backup? C'est pour protéger contre tous ces risques qui sont autour de Kiwi. Donc, le phishing, on en a parlé, la perte, le vol, la défaillance de matériel, mais aussi tous les risques physiques, incendie, inondation. Aujourd'hui, une sauvegarde locale ne permet pas de couvrir ce risque-là. Les ransomware, on en a parlé tout à l'heure, une sauvegarde locale n'est pas suffisante puisque c'est une des cibles principales. Et les erreurs humaines, ça c'est des choses qui arrivent aussi, qui sont aujourd'hui la source de la plupart des restaurations. Souvent, on dit, voilà, on se protège contre des choses graves, mais parfois, on fait juste une erreur, on a supprimé un fichier, et donc le backup ça peut servir aussi à ça. Donc, tous ces risques-là, il faut les couvrir et les adresser. Donc, solution française, hébergée 100% en France, dans plusieurs data centers entre Gravelines, Roubaix, Strasbourg et Belfort, où on a un data center HDS. On a 3 produits dans notre gamme, une sauvegarde classique ISO 27001, donc certifié ISO 27001, voilà, facile à déployer, rapide, historique de 90 jours inclus, qui n'est pas dégradable. Souvent, vous allez payer en fait pour un volume de stockage. Nous, les 90 jours sont inclus et vous ne payez pas plus cher parce qu'il y a 90 jours de données. La volumétrie est calculée sur la volume source et pas sur le volume stocké. Donc, c'est ce qui permet de garantir ces 90 jours parce que ça n'a pas d'impact sur le prix final. Une sauvegarde HDS, donc spécialisée pour les données de santé. C'est techniquement le même produit que l'autre, simplement on a un hébergement qui est certifié. On a nous-mêmes une certification HDS et voilà, les avantages sont les mêmes. Simplement, ça vous met dans la légalité si vous faites de la sauvegarde de données de santé qui aujourd'hui n'ont pas le droit d'être hébergées à l'extérieur de lieux de production sans un service certifié. Aujourd'hui, voilà, il y a très peu de sociétés de sauvegarde en France qui sont certifiées HDS. Nous, on en est une et on en est très fiers. Et ça fait 6 ans maintenant qu'on est certifié HDS. Donc, si vous avez des besoins dans la sauvegarde de données de santé, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Et un dernier produit qui est spécialisé plutôt pour soit des très grands comptes qui ont déjà des data centers, soit des hébergeurs qui ont déjà une infrastructure un petit peu développée avec éventuellement la possibilité d'avoir un PRA intégré dans leur environnement. Et donc là, on fournit on fournit le soft et on opère un système au sein de votre propre infrastructure. Donc cette offre-là est vraiment un peu plus spécialisée pour une certaine typologie de clients. Voilà, au niveau technologique, on essaye de faire les choses le plus proprement possible et le plus efficacement possible avec un incremental block intelligent qui marche très très bien. On a des ratios de backup en dessous de 1%. Donc cet incrément-là permet justement de faire des backups rapides avec une déduplication à la source et non pas simplement au stockage, ce qui permet d'économiser de la bande passante, économiser du temps de backup et de faire quelque chose de plus efficace. Un versionning de 90 jours ou 365 en option, chiffrement, des API qui permettent d'interfacer avec ça, avec vos systèmes d'exploitation ou de systèmes de support ou tout un tas d'autres systèmes. On peut tout piloter via des API, à la fois le client, la partie serveur. Tout ça est intégrable facilement. Voilà, on peut sauvegarder des gros volumes de données. Aujourd'hui, on a des backups. Là, par exemple, j'ai pris un exemple, un backup de 2 Tera sauvegardé en 34 minutes.
avec un ratio de 0,55%. Et il n'y a pas spécialement une ligne dédiée avec 10 gigabits pour ça, c'est avec la ligne standard de l'entreprise. Et donc, ça fait voilà, des choses intéressantes. Après, ça dépend beaucoup du type de données, mais la moyenne, c'est 0,5. Après, parfois c'est moins, parfois c'est plus. Ça dépend vraiment de la typologie de données à sauvegarder. Et c'est difficile d'avoir on peut faire qu'une moyenne, quoi. C'est difficile d'avoir mieux qu'une moyenne. Voilà, c'est un système qui est disponible. On a des PRA, on sait avoir des taux de dispo qui sont importants. Et puis, surtout, un élément qui est essentiel, c'est le taux de backup réussi, qui pour nous est l'indicateur clé. C'est qu'il faut que, en fait, que le backup marche, parce que c'est pas tout de mettre en place des systèmes, il faut s'assurer que ça fonctionne. Et notre système de monitoring et de supervision est aussi important que le système de backup lui-même. Une interface d'administration ergonomique, je vais passer un peu plus vite là-dessus. Pareil pour la partie cliente. Une tarification claire. On a un principe chez Kiwi, c'est que ça doit être simple. Donc la facturation en fait partie. On regarde combien de volume vous avez et on applique un barème en fonction du volume source. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de frais parce que c'est un serveur, il n'y a pas d'option pour un Synology ou un QNAP. Enfin voilà, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de licence au poste, c'est uniquement au volume source. Et du coup, c'est beaucoup plus simple à comprendre et plus simple à commercialiser pour vous. Donc, quelques témoignages, vous les retrouvez également sur notre site web si vous voulez voir un petit peu qui sont la satisfaction client. Voilà, et donc merci à tout le monde. Bonne journée.